BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 15h30 sur BFM Business avec Pauline Armandé, journaliste crypto BFM Business. Bonjour Pauline, ravie de vous retrouver. Nous sommes également avec Xavier Gomez, ancien banquier, ancien trader, mais aujourd'hui directeur général et cofondateur de Vanselian. Bonjour Xavier, ravi de vous avoir sur le plateau. Et Damien Patureau, cofondateur de Lizy. Bonjour Damien, on va voir ce que fait Lizy. On en a déjà parlé sur cette antenne. On va parler de démocratisation, stablecoin, cas d'usage dans cette émission. Vous pouvez nous écrire, réagir, nous poser vos questions. crypto@bfmbusiness.fr. Allez, BFM Crypto, le club, c'est parti. On a plein de petites actus, évidemment, quand on sort du week-end comme ça avec vous, Pauline Armandé. Mais d'abord, ça, c'est l'info du jour. Payer le ticket de métro en Bitcoin, c'est possible et ça se passe à Toulouse, Pauline. Ben oui, ça a été annoncé ce matin. Il est désormais donc possible de payer son ticket de bus, de tramway ou de métro en crypto-monnaie à Toulouse. Jusqu'à présent, il y avait une fonctionnalité en fait qui, via son téléphone, permettait aux usagers de payer en carte bancaire, mais maintenant ça se rajoute aussi les crypto-monnaies, c'est désormais possible. Aujourd'hui, il y a à peu près 150 000 usagers qui utilisent déjà leur smartphone à Toulouse pour payer de cette manière les transports, mais c'est vrai qu'il y a cette nouvelle manière de payer, donc les cryptos. On va évidemment en parler avec vous, Damien, mais c'est vous, c'est Lizy qui est derrière, qui est derrière ce système de paiement qui permet à l'usager lambda, finalement, de recourir à ces cryptos pour payer les transports. Nous, très simplement, on a un connecteur, donc on a permis en effet à Tisséo de pouvoir interconnecter ce monde du Web3 via différentes plateformes, dont Binance Pay par exemple. Et donc, en effet, l'utilisateur simplement dans son tunnel de paiement a choisi l'option de paiement crypto et après se laisse guider, j'ai envie de dire. L'opérateur Tisséo lui reçoit par contre du coup des euros. Voilà. On parle d'ici de Bitcoin, mais d'Ether, de Solana, tout est possible 70 cryptos aujourd'hui. Voilà. Ça va de Bitcoin en effet, la plus connue forcément, à du Shiba, du Doge, etc. Après, pas se voiler la face, la majorité des cryptos utilisés, en tout cas en moyen de paiement, sont plutôt Bitcoin, Ether et USDC. Qui sont largement utilisés. Exactement. Ça montre bien, Xavier, la démocratisation, ça passe par là aussi. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup finalement ici de l'adoption par les institutions financières classiques, mais c'est ces cas d'usage-là qui vont faire que ça va se démocratiser en Europe et en France. Très clairement, c'est en fait les cas d'usage habituels, que ça soit dans l'investissement, ce qu'on nous défend au niveau de Vanselian ou Damien au niveau de Lizy, les paiements. En fait, les gens n'y connaissent pas grand-chose en technologie ou quoi que ce soit. Ce qui les intéresse, c'est, faut se le dire, soit le rendement, la facilité d'usage, afin de subvenir à leurs besoins, tout simplement. Et c'est ce que aussi nous défendons dans la communauté française qui est très active, comme vous le savez, depuis 2022, sur le segment du paiement, sur le segment aujourd'hui de Vanselian, sur l'épargne, où nous, on utilise tout simplement la technologie blockchain afin de démocratiser l'accès au cloud mining, au RWA, ou ce qu'on appelle la tokenisation d'actifs, afin de permettre à n'importe qui, un étudiant, Madame Michu ou une grande fortune, de pouvoir avoir des rendements supérieurs à de l'inflation. On va voir d'autres formes de démocratisation. C'est quoi l'intérêt de payer comme ça ces transports en crypto-monnaie, finalement, Damien ? Aujourd'hui, il faut sortir, comme le précisait Xavier, en fait, des cas d'usage qu'on connaît. La réalité aujourd'hui de ce qu'est la démocratisation des cryptos, c'est qu'elle a d'abord commencé, malheureusement, par plutôt ce côté très spéculatif. Et aujourd'hui, la réalité de ce que nous, on recherche, en tout cas chez Lizy, c'est vraiment d'apporter une vraie démocratisation qui va passer par les marchands. Et donc, aujourd'hui, permettre à l'utilisateur de pouvoir les dépenser, parce qu'il y a quand même des vraies difficultés aujourd'hui pour utiliser ces cryptos dans la vie réelle. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, qui est pour nous le plus important en réalité chez Lizy, c'est vraiment que le marchand soit maître de l'acceptation. C'est pour ça qu'on a un moyen de paiement alternatif. On se positionne, nous,
on a un peu l'équivalent, on a l'habitude de le dire, mais on est l'équivalent du ticket restaurant il y a quelques années en arrière. D'autres moyens de paiement comme PayPal, comme Alipay, WeChat Pay, etc. C'est la vision qu'on porte. Et aujourd'hui, les marques ont compris d'ailleurs que c'était un réel intérêt pour eux, d'avoir en fait ce nouveau moyen de paiement qui permet surtout de capter une nouvelle clientèle. Oui. Ça, c'est très important. C'est ça, parce qu'en fait, quand même, quand on est en Europe, autant quand on est en Amérique du Sud, Exactement. on comprend le côté paiement, on comprend le côté par rapport à l'inflation, ça va vraiment devenir quelque chose auquel on peut avoir recours tous les jours. Mais en Europe, en France, Xavier, c'est plutôt l'épargne qui est a priori intéressante et le côté financier, le côté produit financier peut-être de la crypto, là ça change un peu en fait. Oui, tout à fait. C'est un accès, enfin une utilisation relativement importante. On a eu pendant très longtemps des taux relativement bas. On a des sujets politiques relativement importants avec une moindre rémunération, avec peut-être une résurgence et une augmentation des impôts. Aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir, au niveau des particuliers, une épargne qui se valorise. Et nous, c'est l'appel auquel on répond au niveau de nos clients en France, en tant que société fintech française avec la demande d'agrément PSAN. Le cas d'usage et l'épargne. On va y revenir dans un instant en parlant de vos entreprises. Mais d'abord, Pauline Armandé, l'actu, on revient dessus. Marine Le Pen qui se prononce tout d'abord en faveur du minage de Bitcoin en France. Oui, c'est le Rassemblement national qui cherche donc à gagner le cœur de la communauté crypto et notamment des bitcoiners. Marine Le Pen veut donc exploiter les surplus de production des centrales nucléaires françaises pour miner du Bitcoin. C'est ce qu'elle a déclaré en visite à la centrale nucléaire de Flamanville la semaine dernière. On rappelle juste qu'en France, évidemment, miner du Bitcoin, c'est quelque chose qui est extrêmement rare parce que de toute façon, ça coûte trop cher. Donc forcément, les sociétés de minage, elles vont aller vers d'autres pays, notamment les États-Unis. Mais à travers la proposition de Marine Le Pen, il y a évidemment un double intérêt à la fois pour EDF et pour la France. Ouais. Miner du Bitcoin permettrait à EDF de diminuer ses coûts et de faire baisser le prix de l'électricité en favorisant ainsi la réindustrialisation de la France. Ça, c'est ce qu'a déclaré Louis-Alexandre de Froissart, qui est membre de l'Institut national du Bitcoin en France. On voit qu'il y a forcément un intérêt aussi stratégique à faire venir des entreprises et à miner du Bitcoin en France. Donc c'est aussi une carte à jouer d'après le RN et d'autres entreprises qui... Et en passant, si je puis me permettre, oui, Xavier. Devenir rentable pour préserver nos impôts. Oui, effectivement. Marine Le Pen qui a changé de stratégie à l'égard du Bitcoin, c'est assez récent. Pourquoi elle a fait ça, Pauline ? Alors, je pense que globalement, ça s'inscrit quand même dans un contexte de... où il y a de plus en plus, où on parle de plus en plus de crypto-monnaies depuis l'élection de Donald Trump, puisque c'est évidemment un président américain qui s'est clairement positionné en faveur des crypto-monnaies depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Et c'est vrai qu'on voit Marine Le Pen qui change complètement vis-à-vis des cryptos. En 2017, elle voulait carrément interdire le Bitcoin parce qu'elle le considérait comme dangereux. En 2022, pendant la campagne présidentielle, elle avait dit on veut plus interdire le Bitcoin, mais on veut le réguler. Et c'est vrai qu'en 2025, elle parle de miner du Bitcoin. Donc là, c'est clairement se positionner en faveur de la reine des crypto-monnaies. On n'a pas forcément de mesures concrètes à ce jour, mais on ne peut pas forcément dire que le Rassemblement national est le parti le plus crypto de France, puisqu'il y a d'autres partis qui ont suggéré des idées en faveur des crypto-monnaies. Je pense notamment au parti Reconquête d'Éric Zemmour, avec sa porte-parole, Sarah Knafo, qui, elle, veut clairement... et se prononce en faveur du minage de crypto-monnaies et veut même créer une réserve stratégique de Bitcoin en Europe. Donc ça va beaucoup plus loin que le RN. Sarah Knafo qui a été à l'investiture d'ailleurs de Donald Trump. D'accord, il y a une volonté électoraliste là-dedans, on ne va pas se le cacher, mais après tout, pourquoi pas ? Aux États-Unis, c'est exactement la même chose, Damien. Après, la réalité, faut voir les faits et les chiffres, de mon point de vue, sur ce point notamment. Oui. Dernière étude KPMG à Dan, 12% des Français ont de la crypto. C'est pas neutre aujourd'hui, donc je comprends l'intérêt des partis politiques de s'y intéresser. Oui. Du moins, ils peuvent pas passer à côté, ça c'est une évidence. Après, en effet, Donald Trump a foncé les portes. On va dire qu'aujourd'hui, ce qui était auparavant quelque chose qui paraissait assez irréaliste est en train de devenir une réalité. Et ça va permettre à beaucoup, je suppose, de pays, d'États
de se structurer, notamment sur ces réserves stratégiques qui sont très positives. Xavier, vous en pensez quoi pour le minage? On en parlait la semaine dernière. EDF s'est mis sur tout sauf le minage. Pour le moment, avec Exaion, il s'est mis sur les cryptos, la réserve, le portefeuille. Pour le moment, il ne compte pas miner. Mais bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle que les politiques commencent à s'en emparer? Que les politiques s'en emparent, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est la reconnaissance aussi d'une industrie auquel on appartient, où la France a été leader. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que ce leadership est en train d'être peut-être repris par les États-Unis. On attend le corpus réglementaire qui va arriver. Mais oui, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, Marine Le Pen n'est pas la seule, puisque l'ex-président Hollande a réuni aussi quelques acteurs, notamment il y a quelques jours, oui. Zatenko, de ce point de vue-là, avec Sébastien Gouspillou, pour être un peu briefé. Est-ce qu'il se présentera ou pas? Est-ce qu'il va faire un projet de loi ou pas d'ici 2027? À voir. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose pour différentes raisons. Parce que, tout le monde l'oublie, mais on a les meilleurs développeurs blockchain du monde. La plupart des réunions internationales, quand vous y allez, ce sont des Français qui sont à la tête. Et puis, vous passez facilement d'anglais en français, en langue de discussion. Ensuite, il y a un réel besoin de trouver de nouveaux rendements aussi, afin comme je vous le disais, de subvenir aux besoins de tout un chacun. Et si une entreprise publique ou même d'État peut effectivement, on va dire, faire de l'argent et voire même convenir à des objectifs de CO2, parce qu'on n'en a pas parlé, mais souvent la crypto, le Bitcoin a été critiqué de ce point de vue-là. Pour son bilan carbone, oui. Voilà, mais là, le bilan carbone, avec de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie de centrales nucléaires, voire même autres, là, il n'y a plus aucun gâchis. Oui, effectivement. La deuxième actu avec vous, Pauline, l'Europe qui s'inquiète des projets de Donald Trump dans les stablecoins. Oui, parce que Donald Trump, il a vraiment compris l'intérêt des stablecoins, le fait que ce sont des crypto-monnaies qui sont en train de révolutionner le monde des paiements. Ils sont plus utilisés d'ailleurs que les crypto-monnaies pour des transactions ou des paiements parce qu'en fait, ils sont moins volatiles. Et il y a même un projet de réglementation aux États-Unis des stablecoins qui devrait être présenté d'ici à cet été. Et donc, forcément, ça commence à inquiéter l'Europe. Et notamment, Pierre Gramegna, qui est directeur général du mécanisme européen de stabilité, donc le MES, il explique que la montée en puissance des stablecoins américains pourrait, je cite, affecter la stabilité financière de la zone euro. En fait, selon lui, le fait que l'administration Trump veut développer ces stablecoins américains, ça pourrait inciter aussi des géants de la tech à lancer leur propre stablecoin américain. Et donc, ça ferait beaucoup de stablecoins américains sur le marché. Ouais. Et donc, ça pourrait potentiellement déstabiliser les systèmes de paiement et notamment, ça pourrait affecter l'Europe. Que compte faire l'Europe d'ailleurs face à ces projets américains ? Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que aujourd'hui, on a deux stablecoins américains qui dominent le marché, donc l'USDT et l'USDC, et il y a très peu de stablecoins européens, donc adossés à la monnaie euro, qui arrivent à faire concurrence. Et du coup, au lieu que l'Europe se dise on va développer des stablecoins européens pour rentrer en concurrence avec ces géants, elle va préférer développer un projet en interne. C'est notamment l'euro numérique. Là, le MES veut soutenir cet euro numérique. C'est de nouveau ce qu'a déclaré le patron du MES pour, je cite, préserver l'autonomie numérique de l'Europe. Donc c'est vraiment un projet qu'ils veulent faire en interne et donc complètement, ne pas prendre en considération les innovations que veulent mettre en avant les États-Unis. Oui. Et ça va un peu à contre-courant des projets actuels. On brouille même le message sur ces lancements de monnaie de banque centrale. À chaque fois qu'on parle de crypto, les banques centrales nous répliquent monnaie de banque centrale, euro numérique, projet, tout ça. Déjà, il y a plein de projets qui ont été arrêtés, puis c'est pas du tout la même chose en termes de technologie, Damien. Oui. Alors après, pour revenir sur votre point, l'hégémonie du dollar, elle est partout, elle est en train de perdurer, j'ai envie de dire, parce qu'elle ne s'est jamais réellement arrêtée. Et de lutter presque. Voilà, et donc là aujourd'hui on est face à deux blocs, mais la réalité, malgré tout, dans le marché des cryptos, c'est qu'en effet, toutes les contreparties sont aujourd'hui en USDC ou en USDT, c'est la majorité. Alors l'USDT a été
ban entre guillemets de l'Europe puisqu'il n'était pas conforme à la réglementation du Ils ont MiCA, été délistés, des plateformes. Notamment, voilà, et d'ailleurs beaucoup de stablecoins ont été délistés parce qu'ils n'étaient pas conformes à la réglementation européenne. Maintenant, si on parle de souveraineté, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour l'Europe aujourd'hui sur ces sujets-là, parce que justement, c'est l'occasion de prendre la main aussi sur ces marchés-là. Et comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, on a été quand même voilà, on a été en avant en tous les cas sur pas mal de sujets depuis le début des cryptos, etc. Mais sans un stable euro liquide, la réalité c'est que voilà, le dollar restera majoritaire et ça se passera comme ça. Et c'est vrai que c'est triste de voir que la seule réalité de ce que peut donner l'Europe aujourd'hui, c'est de parler de CBDC quand les États-Unis disent nous, on va pousser des stablecoins parce que c'est la contrepartie que tout le monde doit utiliser. Vous, Xavier, pour compléter ce qu'on dit là sur les stablecoins, ne pas oublier qu'effectivement USDC, avec Tether et Circle, que Circle a fait un pari important en voulant être réglementé en France, en ouvrant son hub européen à Paris, avec la licence d'émetteur de monnaie électronique, en lien direct avec la DGT, justement pour émettre et pousser peut-être un des plus gros stablecoins euros, justement pour contrebalancer l'USDC, qui est un partenaire aussi technologique de Vancelian. Mais vous qui êtes dans la finance hybride, en quelque sorte, avec Vancelian, quel est votre avis sur cette question, cette lutte finalement entre ces deux mondes ? Je comprends que entre guillemets, que les banques centrales réagissent parce qu'elles se sentent un peu attaquées, mais faut dire ce qui est. Est-ce qu'elles auraient lancé ce type de projet de monnaie de banque centrale avec l'arrivée on va dire de perturbateurs tels que les émetteurs de stablecoin? Je ne pense pas. Pour que tout change, rien ne doit bouger. Donc bon, voilà, maintenant c'est une bonne chose, mais après, comme le disait Damien, il y a une espèce d'enjeu qui dépasse la technologie, qui est un peu plus politique, on va dire. Le secteur est quand même stimulé, c'est ça qui est intéressant. Dernière actualité avec vous, Pauline, le projet de réserve stratégique de Bitcoin qui va être lancé aux États-Unis, pourrait-il être lancé ailleurs et quels sont les pays qui détiennent le plus de Bitcoin au monde ? Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'experts qui commencent à dire que si la première puissance mondiale se met à lancer donc sa propre réserve stratégique de Bitcoin, forcément ça va inciter d'autres pays à se lancer sur ce créneau parce qu'il va y avoir vraiment une course à l'obtention de Bitcoin. Et c'est vrai que les réserves stratégiques de Bitcoin pourraient peut-être un jour remplacer des réserves stratégiques de pétrole, vraiment pour peser sur l'ordre mondial. Mais c'est vrai que les États-Unis, c'est pas les seuls pays à détenir du Bitcoin. Alors, les premiers, effectivement, ceux qui détiennent le plus de Bitcoin sont les États-Unis, avec 198 000 Bitcoins détenus et qui ont été saisis lors d'affaires judiciaires notamment. Mais juste après les États-Unis, on a quand même la Chine, avec 190 000 Bitcoins saisis, donc on n'est pas très loin des États-Unis. Puis après, il y a le Royaume-Uni, avec plus de 60 000 Bitcoins, également saisis d'affaires judiciaires. Et derrière, on a l'Ukraine qui détient 47 000 Bitcoins. Alors ça, c'est principalement des crypto-monnaies qui sont issues de dons pour financer l'effort de guerre. Donc il y a eu du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et enfin, le Bhoutan, c'est un pays qui s'est lancé dans une stratégie d'acquisition de Bitcoin depuis 2020. Et aujourd'hui, ils détiennent quand même plus de 10 000 Bitcoins, notamment grâce à du minage de Bitcoin. Et donc c'est vrai qu'eux, ils ont déjà constitué, on peut dire, leur propre réserve stratégique de Bitcoin. Et donc, voilà, on se retrouve avec plusieurs pays qui détiennent à ce jour des bitcoins et qui pourraient se lancer aussi dans cette course à une réserve stratégique. À la réserve, ça fera un des cas de fer. J'ai vu que la Suisse ne voulait pas de sa réserve, elle avait refusé, effectivement. On va parler concrètement de ce que vous faites, messieurs. Xavier Gomez, je rappelle que vous êtes directeur général de Vancelian. C'est une fintech française régulée PSAN depuis 2023. Vous nous rappelez ce que vous faites concrètement ? En fait, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on a la velléité de démocratiser l'accès à l'épargne via la technologie blockchain, qui est plus rémunératrice avec différents produits qu'on met en avant, que ça soit par exemple du cloud mining. C'est
assez compliqué, mais très rémunérateur. On l'a vu avec l'émergence du mining du Bitcoin. Ce sont des produits que nous allons mettre en avant dans les prochains mois et semaines. Et donc, monsieur et madame tout le monde n'ont pas accès à ce genre de choses habituellement. Nous, dans un cadre régulé, on va le mettre à disposition d'un point de vue investissement épargne. Bon, quel type de produit ça s'adresse à qui? Et puis, est-ce qu'il faut un gros patrimoine pour ça? Non, chez nous, vous pouvez investir à partir de 10 euros. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons effectivement demande d'agrément PSAN et nous allons chercher le MICA en France avec l'AMF pour respecter les règles d'épargne. Donc, c'est pas des montants effectivement mirifiques. La technologie, et ce qui est bien avec les solutions FinTech, c'est que ça démocratise un certain nombre de choses et d'accès. Donc, souvent, nous avons des clients qui viennent pour des projets de vacances, en termes de consommation, ou voire même de retraite, parce que les rendements sont beaucoup plus élevés qu'un livret A. Et donc, tout dépend de votre projet, à vrai dire. Et pareil, tout à l'heure, quand on parlait de tokenisation assez rapidement, il y a un engouement, une vague qui arrive au niveau international et qu'on voit dans les pays émergents et qui va arriver, c'est effectivement la tokenisation d'actifs. Et ce qui est plus connu on va dire dans le patrimoine des Français, c'est l'immobilier. On va tokeniser l'immobilier. Exactement, tokeniser l'immobilier, où vous pourrez avoir des parts de 10 ou de 100 000 euros d'un bien immobilier qui vous fournira des rendements, le tout on-chain au niveau smart contract, et le client ou l'investisseur n'aura rien à faire. Donc ça, c'est lancé, ça existe déjà ou c'est bientôt? Ça, c'est bientôt, à partir à peu près du 24 mars, avec nos ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied. Vous avez des demandes croissantes pour ce genre de produits dans vos clients habituels? Oui, notamment l'année dernière, on parlait tout à l'heure de mining. On a, je pense, un parc relativement important. On a près de 40 millions d'euros de parc de mining, où l'année dernière, fin de l'année dernière, avec en 2 mois, il y a pratiquement 10 millions qui ont été souscrits par des clients français et européens, mais une grande majorité de Français. Donc là, c'est la finance hybride, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui est très intéressant. Et puis il y a les cas d'usage. On a parlé du ticket de métro. Damien Patureau, vous êtes cofondateur de Leasy. Il n'y a pas que le ticket de métro qu'on peut payer finalement avec de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on peut payer? C'est quoi les cas d'usage les plus courants sur lesquels vous travaillez? Alors, nous, on a un réseau aujourd'hui. Alors, juste pour remettre un peu en préambule du coup ce qu'on fait et comment on le fait, on a commencé il y a un petit peu plus de 2 ans. Notre premier cas d'usage, c'était la carte cadeau crypto au centre à côté Beaugrenelle d'ailleurs, qui est pas très loin des studios. Ça continue toujours, vous l'avez? Ça continue toujours, exactement. C'était un des premiers cas d'usage qui nous a permis 2 ans plus tard d'avoir un peu plus de 1500 marchands en France et en Europe qui acceptent le moyen de paiement crypto, donc moyen de paiement alternatif, je précise, et qui aujourd'hui alors sont très hétérogènes en termes de réseau. On a aussi bien le boucher charcutier dans le fin fond de la Creuse entre guillemets que la grande multinationale comme le groupe Printemps, par exemple, qui vient d'accepter le paiement crypto notamment, à des réseaux de concessions automobiles. On peut tout acheter aujourd'hui en crypto, c'est la réalité, du kilo de tomates à sa montre de luxe, etc. etc. Donc aujourd'hui, on le sent, il y a une vraie appétence d'ailleurs côté marchand qui ont vraiment saisi d'ailleurs l'enjeu du moment. C'est-à-dire qu'on est dans une révolution, c'est la réalité. Ouais. Et en fait, cette révolution, alors elle est à 2 vitesses en effet, vous en parliez tout à l'heure. Il y a ce côté très occidental évidemment, où là on est plutôt dans ce qui est l'acquisition côté marchand, c'est-à-dire que nous, dans notre proposition de valeur, en effet, quand on va voir un commerçant ou une grande enseigne, on va lui dire, voilà, on va te faire demain entre 0,5 et peut-être 2% de ton flux global. On n'est pas là pour être l'alternative de paiement, on est juste un complément de paiement qui va te permettre de générer d'ailleurs demain une nouvelle clientèle à fort pouvoir d'achat. Oui, c'est ça. Parce que là, on lutte aussi contre l'inflation. Exactement. On va toucher d'autres personnes qui ont des cryptos. Exactement. Et qui aujourd'hui ont cette difficulté de réinjecter leurs cryptos dans l'économie réelle. Vous en parliez tout à l'heure, tu en parlais justement des pays émergents où là, pour le coup, le paiement crypto est une raison d'être, notamment avec les stablecoins, etc. Donc voilà, un monde avec 2 cas d'usage qui sont un peu différents. Nous, on adresse ce premier cas d'usage, en effet, dans cette Europe de l'Ouest qui est très demandeuse aujourd'hui, malgré tout, de compléter cette offre de paiement. Donc le moyen de paiement alternatif est une réalité. Qu'il s'agisse du très petit restaurant à Bordeaux, à Lyon ou à Marseille,
ou la grande enseigne qui a déjà d'ailleurs une culture très forte sur le moyen de paiement alternatif et qui a dans son offre de paiement, voilà, de l'American Express, du WeChat Pay, de l'Alipay, du PayPal, du 4x, etc. Et qui, aujourd'hui, a comme enjeu d'intégrer le paiement crypto. C'est une demande de la population française, c'est une demande aussi peut-être des touristes. Enfin, il y a beaucoup de consommateurs étrangers qui payent en crypto, effet. Parce qu'il y a notamment les casinos qui s'y mettent, parce qu'ils ont une très forte clientèle étrangère. Tout à fait. En effet, on parlait des casinos, on a pas mal de casinos, en effet, qui nous ont rejoints récemment. Alors, on va dire, on a deux types de clientèle. On a les internationaux, tout à fait. Donc, eux ont des niveaux de maturité qui sont souvent supérieurs à nos usages à nous, Européens. Voilà. Parce que eux sont très matures sur le côté digital, sur le paiement par QR code notamment. Donc, un accès, malgré tout, technologique, facilité. Et donc, pour eux, voilà, de payer en crypto, c'est quelque chose qui répond à des standards qu'ils vivent, on va dire, dans leur quotidien. Donc eux sont assez simples et notre enjeu à nous en tant que connecteurs, solutions de paiement, c'est de vraiment engager ces utilisateurs quand ils viennent par exemple en vacances à Paris avec les marchands de notre réseau d'acceptation justement. Donc ça c'est un vrai enjeu et c'est d'ailleurs pour ça et comme ça qu'on fait beaucoup intervenir les exchanges notamment avec qui on travaille beaucoup. C'est évident, je pense à d'autres notamment qui ont des masses critiques d'utilisateurs très très importants et qui peuvent faire notamment des campagnes très ciblées pour être dans beaucoup de granularité au niveau marchand et ça c'est très important. Ça se démocratise, vous voyez, ça prend plusieurs formes dans notre économie aujourd'hui. Je ne vous cache pas qu'il y a encore quelques mois, je ne voyais pas ce développement-là, mais c'est vraiment passionnant à regarder ce qui se passe dans ce monde des cryptos et dans le monde de la finance traditionnelle qui s'y met très fort aussi. Le MiCA, ce sera pour quand, Xavier, de votre côté? Vous avez 18 mois, c'est ça, depuis début janvier. On attend nos amis, effectivement, de l'AMF, mais effectivement, on est en cours. Et puis, ça se fera quand ça se fera, mais si possible, avant la date fatidique, on fera tout pour, en tout cas. Enfin, c'est un petit casse-tête. On a quand même tous compris qu'il y avait pas mal de demandes et de choses à respecter. Il faut être, on va dire, un vétéran de la finance pour parler la même langue que le régulateur. Ça se mérite, effectivement. Merci, et merci à tous les trois. Xavier Gomez, directeur et cofondateur de Vancelian, Damien Patureau, cofondateur de Lizzy, Pauline Armandet, journaliste crypto, BFM Business. Je vous laisse entre les mains d'Antoine Larigauderie, c'est BFM Bourse. Bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.